C'est bon. Bon, bonsoir. Alors je mets mes lunettes. Bonsoir à tous. Bonsoir Arthur Lenoir. Nouvelle édition de Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis Béline Dollard et vous êtes Claire de la Rue du Camp, Nicolas Lormeau, éminent membre de la troupe du Français. Merci d'être avec nous ce soir. Vous sortez de répétition. Bonsoir également à vous, Marine Jubin. Vous êtes responsable du service éducatif de la Comédie Française et vous veillez, comme vous nous l'expliquerez, à ce que ce beau théâtre national assume sa mission de transmission auprès des jeunes. Et merci à vous qui êtes derrière vos écrans d'être de nouveau là ce soir. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux et cela nous rend très heureux. Alors ce soir, nous allons parler d'éducation, Marine, mais aussi de Marivaux, précisément des fausses confidences, qui est au programme du bac français cette année et que vous présentez, Nicolas Lormeau, dans le cadre de Comédie d'automne et du programme de théâtre à la table de la Comédie Française. Alors, vous sortez de la première répétition, nous en diffuserons quelques images à l'issue de cette conversation. Nicolas Lormeau, je vais m'adresser à vous. Vous êtes à la fois le directeur artistique de ce projet et vous jouez Harlequin. Comment joue-t-on Marivaux à la table, c'est-à-dire sans costume, sans décor et presque sans corps? Oui, moitié juste corps. Un buste. Oui, mais des fois on a dit qu'on avait le droit de se lever. Ah. Donc on a même le droit de se lever comme ça, de mettre debout, donc ça fait trois quarts de corps. On le joue. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai expliqué aux acteurs, c'est que en fait, moi quand je fais des mises en scène, je commence toujours par un travail dit à la table. Alors à quoi ça sert ce travail à la table? Ça permet de se projeter très rapidement dans tout un tas de décors, de mouvements, de costumes multiples mentalement. C'est-à-dire que je dis, voilà, cette scène globalement, elle se passe sur la plage. Pour vous le mettez en scène. Exactement. Je peux raconter ça aux acteurs. Je peux dire, voilà, c'est une scène qui se passe sur la plage. Au fond, il y a la mer, il y a des bruits. Voilà, il y aura des bruits de mouettes, il y a un oiseau qui passe. Vous êtes là, vous êtes en maillot de bain et tout ça. Et pour l'instant, ça pose aucun problème. Si jamais ça, c'est la vraie mise en scène, être au bord de la mer sur un théâtre, c'est compliqué. Il faut mettre du sable, le maillot de bain, quel maillot de bain? Oh là là, ah bon, comment? C'est l'hiver, c'est l'été. Et tout est compliqué. Donc, il y a toujours une phase où on essaye, c'est pas d'expliquer le texte, mais c'est de découvrir ça, ces tensions, quelles sont les situations qui composent cette pièce, qu'est-ce qu'il y a à jouer, c'est quoi les enjeux, quel est le parcours de chaque personnage. C'est à ce moment-là que les acteurs découvrent quels sont les enjeux. Et normalement, au terme du travail à la table, on finit toujours par une lecture qui permet théoriquement que chacun entende tout ce qu'on s'est dit. Alors, un spectateur qui entendrait ça verrait pas forcément l'intégralité des indications qu'on s'est racontées, que là par exemple on s'est dit là c'est une scène, il arrive très essoufflé, voilà. Mais simplement quand à la limite le théâtre à la table presque ça s'écoute, c'est-à-dire qu'à la fin tout le monde est sur sa brochure et tout le monde a une idée. Tout le monde a un rêve du spectacle où ça va devenir. Parce qu'après, ça va vite. Après, il faut mettre des mouvements, il faut comprendre quelles sont les actions, quels vont être l'espace, quelles vont être les distances entre les personnages. Il va falloir apprendre le texte, ça normalement on le fait avant, vérifier que tout le monde sait bien ça, mettre de la lumière et tout. En fait, tout va très vite. Les ingrédients après, derrière, c'est très long à mettre en place et on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Donc en fait, pour moi, presque un spectacle, il est terminé. Il n'y a plus qu'à le faire. À la fin du travail à la table, il n'y a plus qu'à le faire. Mais c'est ça qui est difficile des fois. Alors Claire de la Rue du Camp, vous êtes Marton, la suivante d'Araminte, secrètement amoureuse de Dorante, lui-même épris d'Araminte. Ouais. Jouer la duplicité, le quiproquo, le double discours, les silences, jouer aussi la comédie, parce que c'est une vraie comédie, grinçante, mais on est censé faire rire, devant une table, brochure à la main, avec une caméra qui vous tourne autour, puisqu'il y a aussi une intention de réalisation dans ce programme de théâtre à la table, on n'est pas juste, c'est pas une captation simple, c'est une gageure, non? Là, vous sortez de votre première répétition. Oui, alors c'est épuisant, parce que là, ce qui est très particulier avec cet exercice, c'est que non seulement on a 5 jours pour faire quelque chose de crédible, sur lequel on est tous d'accord, mais qu'en plus c'est Marivaux. Et c'est un casse-tête, là avec Nicolas, on n'était pas du tout d'accord sur un moment en particulier, mais c'est hyper important. Mais en fait, on a l'impression de faire un cluedo sans cesse. Et là, même Marton, je ne savais pas qu'elle était secrètement amoureuse. Je disais, ah bon, elle est secrètement amoureuse? Je crois, Marine. Mais en fait, ça fait partie du Elle n'est pas secrètement amoureuse, elle tombe amoureuse. Exactement comme Araminte. C'est pas difficile. Dorante, il arrive, les filles, elles tombent. Paf.
Et donc, le problème, c'est qu'après, elle ne... Elle n'est pas d'accord. Non, mais Ça s'appelle encore autre chose. le côté secret, c'est parce qu'elles ne le disent pas. Elles ne le confient à personne. Mais en fait, elle n'était pas amoureuse avant la pièce. Hein. Pas plus qu'Araminthe. Il arrive, elle tombe. Pourquoi c'est dur, Marivaux? Parce qu'il y a des énigmes tout le temps? Parce que oui, en fait, à chaque fois, par exemple, on a passé beaucoup de temps à essayer de définir qui est qui par rapport à qui. Qui est qui déjà dans la société, quel statut, et ensuite donc un rapport entre deux personnes selon leur statut. Et encore de déterminer qui c'est, ça dit pas exactement le type de rapport qu'ils ont. Quels sont leurs rapports de cœur, ça peut être des amitiés, mais à quel niveau. Donc ça prend un temps fou de savoir qui est colonel Moutarde. Et après, c'est de savoir où se passent les choses, comment, qui est là. Et là, c'est amusant parce qu'on fait une lecture autour de la table et tout le monde est là tout le temps. Donc c'est aussi ce qui est très drôle dans cet exercice. Ce qui n'est pas le cas dans une pièce, ça vient, ça va, ça vient. Et... Oui, du coup il y a c'est ce qui est très gai avec cet exercice, c'est qu'on va faire une lecture et on prétend pas autre chose. Donc c'est pour ça même la caméra, je pense qu'on va pas s'en soucier. Enfin, là, il n'y avait personne pour l'instant. C'était vraiment... Ce matin, il y avait quelqu'un qui nous a... Quand on a chanté Bon anniversaire à Claire, il y a personne qui était là. C'était votre anniversaire. Ne répétez pas. Oui, ouais. Voilà. Bon anniversaire, avec un jour de retard. Vous avez 30 ans. Exactement. C'est magnifique. 30 ans et Marivaux. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est un casse-tête permanent. C'est un casse-tête parce que c'est une pièce qui est difficile à comprendre. Elle a l'air simple en fait, Marivaux, ça a l'air simple. Il y a des petites intrigues qui ne sont pas si simples. Et là, on a passé notre temps à savoir, mais alors qui a envoyé la lettre? Mais est-ce qu'il savait que. Mais est-ce qu'elle a déjà lu la lettre? Et en fait, c'est beaucoup ça. Donc, déjà de comprendre techniquement ce qui se passe, mais aussi de comprendre ce qui se joue. Et avec Nicolas, on a joué ensemble le stratagème. Et 1 an plus tard, on était encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et parfois, on est sûr d'une relation ou d'un événement et 2 mois plus tard on se dit « Ah mais non, mais en fait ça pourrait être tout autre chose ». Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est vous qui donnez le là, vous dites bon à un moment donné on va décider. Moi-même je suis très autoritaire comme garçon. Voilà. C'est-à-dire c'est le travail d'un metteur en scène, c'est pas de dire, c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs au début, c'est pas d'être un universitaire ni un analyste, parce que le travail d'un professeur c'est justement de dire c'est ça ou ça ou ça. Il y a beaucoup de possibles dans une pièce. Le travail d'un metteur en scène, c'est de prendre un point de vue et de s'y tenir, de voir des choses. Le mauvais metteur en scène serait celui qui voit ce qui n'est pas. De mon point de vue, le bon metteur en scène, c'est de voir c'est quelqu'un qui regarde, qui voit les possibles et qui dit, de mon point de vue, ça raconte ça, mais que ça puisse le raconter vraiment. Comme dirait Victor Hugo, le Mont Blanc vu d'Italie et le Mont Blanc depuis Salanches, ça n'a pas du tout la même tête et pourtant c'est la même montagne. C'est ça une mise en scène. Une mise en scène, c'est de dire je regarde cette pièce de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que tous les autres n'existent pas, mais c'est à faire des choix. Et chez Marivaux, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des faux amis. Le premier faux ami, c'est didascalies, ces fameuses didascalies qui sont des didascalies de théâtre ancien, donc il faut s'en méfier. La deuxième faux ami, c'est qu'il y a certains mots qu'on ne comprend plus maintenant, qui ne veulent plus dire la même chose. Quand Araminthe dit je n'en rabats rien, moi je dois prendre un dictionnaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand les personnages disent « elle est si prévenue », je ne sais pas ce que ça veut dire. Et personne ne le sait. Donc nous-mêmes, déjà, on est face à des énigmes. La menacer d'un mot, le verbe menacer d'un mot, ne veut pas dire du tout menacer, je te menace avec un revolver. C'est pas ça du tout. Le verbe menacer ne veut pas dire la même chose. Alors là, déjà, on a un petit problème, c'est qu'on doit faire comprendre ce que ça veut dire sans changer le mot, parce qu'on ne va pas se mettre à adapter les textes classiques. Donc ça, c'est la première difficulté. Et puis la deuxième, c'est qu'on est tous pétris d'une grande tradition, d'une grande habitude. Qui dit, soi-disant Marivaux, dit intrigue amoureuse alambiquée. Mais moi, je ne crois pas du tout. Je crois que tout ça est très simple. On est tous pétris ici à la Comédie Française, parce que c'est le répertoire. Tout le monde, tous les études, tout le monde, les élèves, étudiants, tout le monde. Les professeurs, oui, surtout les professeurs. Les professeurs, ils sont très pétris, parce qu'en fait, quelque part, l'histoire, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que quand Dorante dit « j'aime Araminthe », c'est vrai. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Quand un personnage dit « j'aime quelqu'un », il l'aime. Sinon, il ne le dit pas. Et il ne faut pas commencer à faire « oui, mais dans le temps, quand on disait… » Non, pas du tout. C'est marqué « j'aime, j'aime ». Et moi, c'est ce que j'essaie de leur dire. Restons simples. C'est marqué, on va jouer ce qui est marqué. Là où Claire a très raison, c'est que même ce qui est marqué, c'est pas clair. Alors, sur quoi vous n'étiez pas d'accord aujourd'hui ? Non, mais je pense qu'on va s'en sortir. Mais c'est, en fait, souvent, on peut se poser énormément de questions et s'arrêter sur quelque chose dans Marivaux et en fait se dire, bon, jouons le premier degré. Et à chaque fois, en fait, on retourne sur nos pieds en disant, bah oui,
En fait, peut-être que même c'est inconscient, c'est dit comme ça, il y a beaucoup d'inconscient chez Marivaux, et la phrase a 3 sens, et ça nous va très bien. Et en fait, c'est toutes ces intrigues-là, enfin, on passe beaucoup de temps parfois sur une réplique, et à chaque fois chez Marivaux, il y a quelque chose où faut avancer, il faut être plus simple, peut-être pas trop réfléchir, et il y a des choses malgré eux qui passent, et... Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais toujours, là où on n'est pas... Le metteur en scène, là où il n'est pas d'accord avec les acteurs, c'est toujours parce que le metteur en scène considère un tout qui est une pièce, et que le comédien, il s'occupe d'une chose particulière qui est le parcours de son personnage. Et qu'il doit, lui, l'acteur doit remplir les trous, y compris quand on joue un petit personnage, c'est ce qu'il y a de plus difficile, on doit remplir énormément de trous. C'est-à-dire qu'on doit se dire, alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? On ne le voit pas pendant 2 actes, qu'est-ce qu'il faisait ? Et l'acteur a raison de se poser la question. Et l'acteur, lui, son personnage principal, c'est toujours le sien. Le rôle principal d'un spectacle, c'est toujours celui que l'on joue quand on est comédien. Et donc, par moment, on s'est raconté un parcours qui, des fois, se heurte un peu. Ce qu'on s'est raconté n'est pas forcément faux de son point de vue, mais ça se heurte un peu à l'ensemble. Et par moment, il faut que l'acteur, il accepte. Quand un acteur dit « mais pourquoi je rentre là ?» Et Daniel Mesguich, souvent, il répond, il dit « parce que si tu rentres pas, eh ben, il n'y a plus de pièces, parce qu'à ce moment-là, tu te fais assassiner. » Il dit, mais c'est tout ? Ah oui, en fait, tu te rentres pour te faire assassiner. Mais cette raison, du point de vue du metteur en scène, il a raison, mais pour un acteur, c'est impossible. Il doit rentrer pour une raison. Et souvent, les frottements qui existent entre le metteur en scène et l'acteur, c'est que la raison du metteur en scène, c'est une raison générale, liée à l'intrigue générale, de la conduite générale d'une histoire, et l'acteur, lui, il doit avoir une raison bien précise. On ne peut pas lui répondre, mais pourquoi il ne le tue pas à ce moment-là ? Parce que sinon, la pièce s'arrête maintenant, il y a 2 actes derrière. C'est une réponse valable pour un metteur en scène, mais une réponse très pas valable pour un acteur. Très pas valable étant très français, comme vous l'avez remarqué. Bravo. Alors, pourquoi les fausses confidences, Nicolas Lormeau ? Pourquoi pas le jeu de l'amour et du hasard ou l'heureux stratagème, qui aurait été plus simple, puisque vous connaissiez tous les 2 le texte, vous l'avez joué il y a 2 ans ? Ouais. Mais parce que c'est au programme du bac. Et nous, on fait plaisir aux professeurs. Voilà. On les aime, les professeurs. Nous, on pense à eux. On pense à eux. Et donc, on s'est dit... moi, j'ai une grande passion pour Marivaux. J'ai relu tout Marivaux il n'y a pas longtemps. J'avais bossé pas mal sur Marivaux. Et j'avais plein d'envie. J'avais des pièces sur lesquelles j'avais même travaillé. Et puis, d'un seul coup, d'apprendre que c'est au programme du bac. Et puis j'ai dit super, et en plus la boucle est bouclée. Moi je suis rentré avec cette pièce-là il y a presque 25 ans à la Comédie Française. Je jouais Harlequin, donc j'ai pas résisté à l'idée de me donner le rôle d'Harlequin, ce qui est une mauvaise idée d'ailleurs, parce que parce que non, c'est une super idée que je joue Harlequin, mais du coup j'étais obligé, je sais pas comment faire pour dire les didascalies, tout ça. Jouer et faire le metteur en scène. Ouais, donc ça va pas le faire, donc il va falloir que je trouve une ruse, mais ça y est, je l'ai déjà trouvé. Mais donc voilà, et cette pièce-là, elle est super parce que c'est une assez grande pièce avec des grands personnages. Le personnage d'Araminte, il est superbe parce que justement voir cette femme qui tombe amoureuse et qui se protège, elle, dans l'autonomie, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage féminin qui discute avec elle-même sans aucune pression, parce qu'elle refuse la pression, sans aucune pression, décider de casser les codes, d'aller contre c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un beau personnage féminin. Magnifique. Écrit au XVIIIe siècle. Superbe. Moderne. Superbe. Totalement moderne parce qu'il n'y a que elle qui décide pour elle-même. Et qui se laisse aller tout en résistance, sans rouerie, sans intérêt. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas se moquer d'elle. On ne peut pas dire, mais elle est... Non, mais quand même, non, pas du tout. Elle est très adulte en fait, c'est très intéressant. Et de mon point de vue, c'est une jeune femme. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pour ça que j'ai demandé à Elissa Aloula et Julien Frison et Claire d'incarner cette histoire d'amour entre jeunes gens et pas une espèce de, justement, marivaudage intellectuel en disant « Ouais, moi j'en ai vu ». Non, ils n'ont rien vu du tout. Ils sont à bloc. Et ça me plaît. Alors, vous avez expliqué évoqué les difficultés de jouer Marivaux, le plaisir de jouer Marivaux, la langue de Marivaux. Il est où ? Parce que votre métier d'acteur, c'est d'abord, au départ, de dire des textes. Alors moi je trouve pas que ce soit forcément très agréable à dire. On en est bien. mais c'est une langue, il n'y a pas particulièrement, enfin je sais pas, elle est pas particulièrement poétique, il n'y a pas d'image très puissante ou qui emmène très loin. Je trouve pas que ça embarque. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas une musique. Non, mais il y a quelque chose du coup de jouissif à jouer parce qu'on est embarqué par ce qui se passe. En fait c'est comme si l'action, les événements sont plus forts que nous. Alors, je sais pas, je pense à Shakespeare ou Racine, où il y a quelque chose où les images sont immenses, donc il y a quelque chose dans un flot de paroles à jouer, je veux dire, en termes de texte. Marivaux, c'est assez pratique quand même, enfin, c'est assez... Domestique. Oui, en fait, c'est la très... lettre, elle est là, elle est arrivée, il n'y a pas
déballage de sentiments. Et du coup, à jouer, on est toujours dépassé. Donc, je trouve qu'à jouer, c'est génial. On est souvent dépassé par des textes C'est comme la canoniques qui réaction. vous écrasent un peu. Et En fait, c'est très tenu, en fait. C'est-à-dire que c'est très tenu. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ce qu'on nous demande de jouer un acteur, c'est jouer une situation dans un état. Les états et la situation, ils sont assez faciles à déterminer. Une fois qu'on a décodé, on dit l'état, je suis en colère, c'est assez simple. Les situations sont assez simples. Ouais. Mais le texte lui-même est très tenu. Et donc, en peu de mots, il fait tenir beaucoup de sentiments possibles. Et donc, il y a une dichotomie, en fait, entre la simplicité apparente de « faisons la fête », un élan, et une grande tenue dans les mots, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas forcément, c'est agréable une fois qu'on le maîtrise, mais c'est quand même un col de première catégorie, parce que en fait, ça se déroule pas fastoche. Dans la bouche, il y a des imparfaits du subjonctif, il y a des formes, les syllabes, est-ce qu'on fait des liaisons, pas des liaisons, c'est pas facile à se mettre en bouche. Mais ça peut passer de manière très moderne. C'est ça. Ça peut ne pas être choquant, là. Ça peut ne pas Bien paraître sûr. du vieux français. Quand on maîtrise bien, quand il y a ça peut être, on peut le respirer de manière agréable pour l'acteur. Alors, Marie, moi, je vais m'adresser à vous. Marie Vaux est un auteur important dans l'histoire de la littérature, c'est un auteur important dans le répertoire de la comédie française, là j'enfonce des portes ouvertes. Il arrive dans la chronologie après Molière, prenant le flambeau de la comédie. Son œuvre est assez variée, divertissante, c'est un auteur qui est plutôt attractif pour les jeunes, non ? Il est attractif. On parle de cette pièce qui est au programme du bac. Il est attractif, mais il est faussement facile. Et c'est ça qui me frappe le plus, c'est qu'on a l'impression d'une grande simplicité dans les situations, dans la langue, et je suis toujours frappée par cette syntaxe qui n'est jamais si évidente que cela. Et je rebondirai sur ce que disaient Claire Delarue-Ducamp et Nicolas Lormeau il y a quelques instants. Il me semble que la vérité pour un jeune, c'est le jeu. Et qu'en fait, de passer par le jeu dans un premier temps pour appréhender cette langue, il me semble que c'est la façon la plus évidente. Et je pourrais dire que le jeu, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de plus simple, entre guillemets, pour approcher un auteur de théâtre, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'Eschyle, de Racine, de Molière, de Marivaux ou de Victor Hugo. Passer par le jeu, passer par le corps, passer par le souffle de la voix, permet à l'élève de saisir toutes les subtilités de la langue. Mais est-ce qu'ils osent seulement ? Et c'est ça toute la difficulté et tout le paradoxe de l'enseignement, c'est que souvent on passe par l'analyse. Alors on fait lire le texte à la maison, voilà. Donc ça c'est fait. Et puis ensuite en classe, on passe à l'analyse du texte. Parfois on le commente. Et puis si on a le temps, eh bien on va faire une petite scénette. Or, si on prenait les choses à rebours, c'est-à-dire, ou à l'inverse, si on passait en premier par le jeu, sans doute que les élèves on réussirait 10 fois plus vite et 10 fois plus efficacement ce rapport au texte. Alors, Marine Jubin, je vais rappeler votre mission, et puis vous me corrigez si... Pardon, ouais. Si je peux me permettre de rajouter juste une chose, par exemple, cet après-midi, il y a plein d'élèves qui auraient été décontractés à nous voir. Nous, c'est notre métier, on fréquente beaucoup ces langues-là. Moi, il se trouve que j'avais un petit peu d'avance, mais c'est normal parce que j'ai fait ce travail-là. C'est-à-dire que moi, cette pièce-là, depuis que je sais que je la fais, j'ai dû la lire, 25 fois. Et j'ai encore découvert des choses avec un dictionnaire dans la main. J'avais un peu d'avance en disant aux acteurs. Là, le nombre de fois où même les acteurs qui ont l'habitude, d'un seul coup, ils font attends, c'est quoi ça veut dire quoi? Oh là là! Et ne comprenant pas même le sens de ce qu'il disait, je dis en fait c'est une tournure de phrase. Et de s'arrêter, de dire ah oui, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de honte à pas forcément regarder. Et Marine, là où Marine a raison, c'est que si on le lit, on ne se rend même pas compte qu'on n'a pas compris. Alors que le fait de le dire à haute voix, de le phraser, il y a des phrasés obligés, des césures, comme des parenthèses, comme des
on fait entendre des guillemets, on fait entendre des 2 points en fait, qui n'y sont pas et qui éclairent le sens de la phrase. Donc les élèves, ils nous auraient vus cet après-midi, par moments ils auraient dit mais en fait ils comprennent pas plus que nous au départ. Mais si en fait on y arrive, mais c'est pas grave de pas savoir, de prendre un dictionnaire, d'être un peu perdu, c'est pas grave. Et Marine a raison, si on le dit à voix haute, il y a des choses qui peuvent apparaître. Et moi, ce qui me semble intéressant, et lorsque Éric Ruff a évoqué ce théâtre à la table, j'ai tout de suite été absolument emballée par le projet parce qu'on sacralise beaucoup la lecture en faisant un acte très intime, un acte privé qui se passe à la maison. Et puis à l'école, on étudie, à l'école, on cherche le sens et on le fait souvent très bien. Enfin, je ne critique pas du tout les enseignants, mais simplement, si on donnait plus d'importance au corps de l'élève, si on lui faisait confiance, on verrait à quel point l'acte de lire est ludique. Un acte physique presque. Et physique, il est ludique, on s'amuse, on se trompe, on recommence, et qu'en fait, la lecture est un cheminement. La lecture est un acte. Et je trouve que c'est magnifique de signifier cet acte par un théâtre à la table, par une lecture à la table. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire aux jeunes, aux enseignants et au grand public, que de montrer des comédiens français qui, avec tout leur savoir, toute leur pratique de la langue théâtrale, peuvent achoper à tel moment, peuvent se contredire et finalement peuvent collectivement trouver un sens au texte. Et en plus, un sens d'aujourd'hui, de 2020. Je pense que s'ils voient les premières répétitions que nous allons montrer tout à l'heure, ça va les décomplexer totalement. Bah, on n'avait pas vraiment. Parce qu'en plus, il y a de l'humour. On n'a pas commencé, oui, on rigole parce que moi, je n'aime pas m'embêter quand je travaille, mais, mais c'est vrai que j'y pensais. Après, techniquement, c'est impossible, mais après, ça pourrait être intéressant. C'est long, hein. Là, on y a passé quand même 8 heures. On n'avance pas vite, hein. Mais c'est vrai que moi, j'aurais rien eu contre le fait que on nous filme en train de dire voilà, pas ça du tout. Ah bon, quoi tu te trompes. Même justement, par exemple, d'un seul coup, un acteur dit mais c'est pas ça du tout que ça veut dire. Je dis ah bon, j'ai pas compris. Attends, oui, je pense que c'est assez décomplexant de nous voir travailler. Bien sûr. C'est très basique, quoi. On essaie de comprendre ce qu'ils disent. Et j'imagine, moi, élève, je me souviens bien d'être très impressionnée par des auteurs, par des textes. Que vous jouez aujourd'hui. Ouais, et de partir du principe que c'est très compliqué à comprendre, que ça a des siècles, que c'est une langue qui est plus la nôtre, que tout est compliqué. Et en fait, c'est très très moderne. Et c'est pas si simple à comprendre, mais une fois qu'on a compris, c'est très 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 clair. Et c'est le travail qu'on fait là toute la journée, toute la semaine. C'est pour ça qu'on a peu de temps, 5 jours, mais il est très basique, cette étape-là est très, très basique. Alors, Marine Jubin, donc vous avez été enseignante, vous êtes aujourd'hui, je reprends votre terme, hein, j'ai bien aimé, la courroie de transmission entre le ministère de l'Éducation nationale et la Comédie Française. Votre rôle est d'établir un lien entre les scolaires, primaire jusqu'à l'université, c'est ça, et ce beau grand théâtre national. Et donc pour cela, vous dites que vous appuyez beaucoup sur la troupe. Alors on en a une partie. Comment vous faites? Comment vous vous appuyez sur la troupe? Comment ces acteurs et ces actrices viennent vous donner un coup de main, vous filer un coup de main dans votre mission, noble mission? Dans ma mission de courroie de transmission, comme j'aime à l'appeler, en fait, mon travail est en 2 étapes. La première étape, elle se situe en amont de la venue des jeunes au spectacle. Et l'idée pour moi, c'est de créer de l'événement, de faire en sorte que la sortie au théâtre est un événement. Et ça, j'y crois beaucoup à l'événement. Alors, l'idée, c'est que avec mon équipe au service éducatif, eh bien, on organise des visites du théâtre parce que c'est un espace qui est très codifié. On rédige des dossiers pédagogiques. On crée aussi avec le secrétariat général des programmes jeunes publics qu'on offre gratuitement. Donc, en gros, qui décrypte en fait les pièces et la saison, ce qui est proposé. D'une manière ludique, et puis on essaie de transmettre
des savoirs de manière un peu détournée. Donc l'idée, c'est qu'on prépare la venue des jeunes au spectacle. Ils viennent au spectacle, on croise les doigts, on touche du bois, on fait en sorte que cette venue au spectacle, pour la plupart, c'est une grande première. Et donc, on espère que c'est un événement en soi, que dans quelques mois, dans quelques années, ils se rappelleront ce moment qui a été leur première à la Comédie Française, devant les comédiens français. L'autre mission à laquelle je me suis assignée avec l'équipe du service éducatif, c'est de créer une sorte de mémoire affective, de mémoire sensible à partir d'un moment très rapide qu'est le spectacle vivant. On est face à un moment qui est ici et maintenant, qui ne sera jamais plus la même chose. Et pour peu que les jeunes, les enfants, les adolescents n'aient pas des familles qui ont le temps de revenir sur cette expérience, puisque eux-mêmes n'ont pas vécu ce moment avec les jeunes. Alors les enseignants le font, reviennent sur le spectacle, mais l'idée du service éducatif, c'est de demander à la troupe si certains accepteraient de se prêter au jeu d'un dialogue avec les jeunes. Donc voilà, on organise des rencontres avec les classes, une fois qu'ils ont vu les spectacles à la Comédie Française, et on leur dit bien, en fait, vous avez 1 heure devant vous pour interroger la comédienne, le comédien, sur le spectacle que vous avez vu. Aucune question n'est idiote. Les questions idiotes sont celles dont on n'écoute pas les réponses. Ça, j'en suis un petit peu convaincue. Et voilà, ils ont pour eux cette heure-là. Et c'est vrai que les comédiens se prêtent de manière très très généreuse à ces retours avec les classes, et puisque quasiment chaque matin, entre 11h et midi, on sollicite des comédiens pour ces rencontres avec les classes. Nicolas Lormeau, vous êtes acteur, mais vous êtes aussi enseignant au conservatoire. Sur ce sujet national. Sur ce sujet-là. Supérieur d'art dramatique et à la Sorbonne Nouvelle. Oui. Voilà. Vous participez très régulièrement à ces rencontres? Non? Oui? Énormément. Alors, avec l'aide de la J'étais une boutade, j'allais dire je participe trop. On participe jamais trop. Vous faites quoi? La visite des lieux? Je fais tout, moi. Je fais tout ce qu'on me demande. C'est-à-dire que moi j'ai un principe. Comment dire? J'ai pas de carte. D'un parti politique. Mon seule carte de parti politique, c'est l'école. Bien sûr, je rajoute immédiatement gratuite, républicaine et laïque. Publique, donc. L'école publique. C'est mon combat. Il se trouve que je fais un métier qui me permet, de mon point de vue, d'aider un peu à la manœuvre. D'être aux côtés des enseignants dans leur démarche d'éducation, d'élévation, de compréhension du monde, de compréhension des mots, de compréhension des spectacles et tout ça. Je sais que une partie des comédiens et des comédiennes et des théâtres qui ont une action éducative axent beaucoup leur travail sur l'école du spectateur. Je le sais, et ce que raconte Marine, c'est un peu ça. Sauf que moi, l'école du spectateur, c'est ça, c'est-à-dire espérer fabriquer des futurs spectateurs. Celui qui n'a jamais été au théâtre de sa vie, il n'ira jamais. Vous me disiez que c'était pas forcément ça l'idée. Non, moi je crois pas. L'idée c'est plutôt Bernard Dort, un des grands penseurs du théâtre, disait on ne naît pas spectateur, on le devient, à la façon de Simone de Beauvoir. Quant à la femme, et j'y crois beaucoup. On devient spectateur. Bien sûr. On devient spectateur en retournant au spectacle. On devient spectateur également en se forgeant une mémoire de spectateur. Et en apprenant les codes et en les acceptant, les dépassant, en acceptant de s'y ennuyer aussi, en y trouvant sa place d'une certaine façon, mais c'est vrai que ça demande des outils, ça demande un accompagnement.
En fait, j'étais pas en totale contradiction, mais en fait, moi, mon but n'est pas de fabriquer des spectateurs ou de me dire que c'est une façon de les aider à appréhender des spectacles. Moi, de mon point de vue, je considère que la présence d'artistes et de théâtre à l'école aide l'école. L'aide l'école en soi. C'est-à-dire que la rencontre avec l'art dramatique d'un élève peut lui changer sa préhension des adultes, de ses professeurs, des textes, du monde, de ses camarades, de lui-même, de façon incroyable. Ça ne résout pas tout. Il n'y a pas avant la venue d'un acteur en classe et après. C'est pas ça du tout. Je me pose pas du tout comme ça. Mais je dis que finalement, si j'étais menuisier, j'aurais sans doute moins de possibilités d'aider l'école, à moins de fabriquer des super bureaux qui fassent pas mal au dos aux élèves et tout ça. Si j'étais boucher charcutier, j'aurais du mal à aider l'école. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas une conviction. Il se trouve que comme je suis comédien et metteur en scène, j'ai l'impression que par certaines actions, par la mise en place d'ateliers, par la direction d'ateliers, par le partenariat, par le dialogue avec les professeurs, rien que par ma présence dans une classe, on ne se comporte pas exactement de la même manière que les autres. Le fait de dire que avoir une passion, c'est pas un gros mot. De fréquenter, nous on travaille avec beaucoup de métiers différents, on le dit. On travaille pas que avec des bac plus 75. Non, on a tous des parcours scolaires très différents. Moi je plaide pas du tout, je dis pas par exemple j'ai jamais dit j'aimais pas l'école, j'aime beaucoup l'école, moi j'adorais la rentrée, je suis pas du tout en train de dire ça, mais simplement par nos différences, par notre pratique et par le monde, par notre monde professionnel, on ouvre des perspectives et on aide ces jeunes gens. J'en suis persuadé, je me trompe peut-être, hein. C'est pour ça que j'y vais. À comprendre qu'il existe d'autres mondes que le leur ou d'autres mondes que celui qu'on leur vend. Déjà, non, c'est pas ça, mais attention, un adolescent, déjà, j'arrive à lui faire toucher de l'intérieur qu'être regardé n'est pas mortel. À un moment donné, dans l'adolescence, par exemple, on n'a qu'une envie, c'est de disparaître. Tout en voulant absolument être remarqué. C'est-à-dire qu'on est dans des contradictions, des gens qui se mettent des piercings, des cheveux rouges, des cheveux verts, des trucs comme ça, et en même temps, qui veulent qu'une seule chose, c'est qu'on ne les voit pas. Ils veulent être uniques et dans la masse. Être regardé, prendre la parole, s'adresser, regarder quelqu'un. Ça peut être une torture absolue, une peur totale. À travers l'atelier, on se rend compte qu'en fait, on nous a regardé, on n'est pas mort, personne n'est mort. Et ça, mais c'est très important, c'est qu'à moitié pour rigoler. Mort, j'exagère, évidemment, personne ne meurt. Mais les gens, ils changent. Hein. C'est une révolution. Hein. Avant l'atelier, après l'atelier. Et c'est quoi l'atelier là? C'est où? Ça se passe comment? C'est partout. Non, mais c'est ici, c'est dans les lycées? Non, la plupart du temps, c'est dans les établissements scolaires. Parce que l'idée d'un partenariat, c'est de faire venir des jeunes au spectacle, de leur faire visiter les coulisses du théâtre, de leur faire découvrir éventuellement des métiers, parce que ça c'est très important. Je rebondis sur ce que disait Nicolas. Dans un théâtre, nous à la Comédie Française, il y a 400 employés à peu près, il y a 70 métiers différents. Il y a les métiers de la technique, il y a les métiers de l'administration, il y a évidemment les métiers artistiques, mais il y a une pluralité de métiers qui est absolument passionnante à faire découvrir aux jeunes. Mais l'idée aussi, c'est que les comédiens et nous-mêmes, au service éducatif, on aille dans les établissements scolaires. Que l'idée du dialogue, l'idée de l'échange, l'idée d'un va-et-vient soit effective. Donc généralement, on va dans une classe, on pousse les tables, on pousse les chaises, et on fait avec les moyens du bord. C'est important aussi de montrer que le théâtre, c'est pas uniquement une affaire de comédiens dans un théâtre national. Le théâtre, il commence autour de la table et il peut même commencer dans une salle de classe avec des chaises éparpillées. Donc la plupart du temps, ce sont les comédiens français qui se déplacent et qui animent des ateliers. Claire de la rue du Camp, vous intervenez auprès du bureau des jeunes lecteurs, auteurs. Oui. Et vous animez un atelier de lecture théâtrale. En quoi consiste l'exercice? Alors moi c'est très récent comme exercice. Ouais. Ce que j'ai fait avant beaucoup c'était des rencontres, donc c'est encore autre chose. C'est-à-dire ici au théâtre, le lendemain,
le lendemain d'une représentation, vous Oui, ils ont vu rencontrez le les élèves. spectacle, ils viennent au théâtre, ils ont fait une visite et on se rencontre pendant 1 heure. C'est la fameuse heure de rencontre où ils peuvent poser toutes les questions. Et alors, qu'est-ce qu'ils posent comme question? Et ben ça diffère beaucoup selon les classes. C'est impressionnant et en fait, j'ai toujours envie que ça soit très personnel. Je dis, c'est vrai, comme dit Nicolas, on travaille pas à l'ONU, quoi. Enfin, on se prend pas au sérieux, je sais pas comment dire, on est assez abordable. Mais pour eux, c'est le français, c'est-à-dire que oui, c'est ça. pour eux, c'est la comédie française. Marine me disait, il y en a quand même qui pensent qu'ils sont dans le 16e arrondissement, parce qu'en fait, tout est tellement beau, tout est tellement... c'est une institution tellement prestigieuse qu'ils ont l'impression d'être j'en souviens de cette classe, il venait d'où, Ouais. d'Argenteuil ou de Bondy, je sais plus d'où il venait. Ouais. Et on a été sur le balcon parce qu'il faisait beau, parce qu'on se baladait. Et là, il y en a un qui s'est mis devant les colonnes de Buren, qui a fait comme la reine d'Angleterre, comme ça, qui a salué. Et là, il m'a dit... il est venu là, le président Macron? Il est venu ici? Alors il m'a posé cette question. Donc il y a aussi ça, des fois il y a le lieu de fantasme, du pouvoir, les dorures et tout. Mais nous, Oui, mais on est plus abordables que ça. Sans nous. rien désacraliser, hein, sans dire en fait c'est pas important, on est vachement sympa, ça n'a pas d'importance. Mais c'est plutôt de dire autant Marivaux n'est pas impressionnant, la comédie française c'est impressionnant, mais parlons-nous franchement, quelles sont vos questions? Et en général, c'est agréable quand on sent au bout d'une demi-heure, 35 minutes, qu'ils laissent tomber les questions qu'ils avaient prévues à l'école, en cours, en quelle année, on s'en fiche un petit peu, et que vraiment ils posent des questions qui les intéressent dans le fond. Qu'est-ce qui les intéresse? Jusqu'à, je sais pas, parfois on nous demande vous êtes payé combien? Et pourquoi pas? Tout Oui, le c'est temps. intéressant. C'est vrai, très Ouais, ils souvent. sont très intéressés. Mais pourquoi par ça. pas? C'est très intéressant aussi, parce que j'imagine que sur un groupe de 20, 30, 40 élèves, chacun va chercher quelque chose de différent. Il pourrait vraiment avoir un intérêt pour l'auteur, aussi est-ce que vous avez des trous, comme un atelier, chaque élève, parce que c'est pas des futurs comédiens souvent, va chercher quelque chose de différent, vraiment découvrir l'auteur, ou alors parler pour la première fois en public, parfois c'est juste se toucher, ça devient quelque chose, et chacun, voilà. Et j'imagine que dans une rencontre, ça se passe bien quand les élèves posent réellement les questions qu'ils veulent poser, qu'ils se sentent en confiance. Et en général, moi j'adore parce que j'y trouve beaucoup aussi. Oui, vous qu'est-ce que ça... Quel bénéfice personnel, intellectuel, émotionnel vous en tirez? Et ben moi, c'est vrai que c'est étonnant, mais la première fois que je me suis formulée que j'étais comédienne, que c'était pas mon statut, mais enfin, c'était mon métier, c'était ma vie, c'était en rencontrant des élèves. Parce qu'en fait, ça me renvoyait quelque chose, je devais bien répondre, et j'ai forcé de constater que je suis comédienne, que c'est mon métier, enfin voilà, et en fait, c'est pas un miroir, mais ça nous met aussi, en fait on rencontre le public aussi. Oui, c'est souvent, un ils retour ont sur le votre travail spectacle. aussi, même s'il c'est pas celui des critiques ou de gens habitués du théâtre. Non, En tout et cas, parfois ils peuvent être cruels, hein, ils peuvent nous dire qu'ils n'ont pas aimé, et tant mieux. C'est ça aussi que je trouve très important, c'est de se dire que on a le droit de parler, on a le droit de pas aimer, on a le droit de pas avoir compris, on a le droit de s'être endormi, et en fait un peu pas de démocratiser, mais de se dire que le théâtre c'est pas si simple, il n'y a pas des règles, il y a des codes, on arrive à l'heure, mais au fait là-dedans on est très très libre de faire son interprétation du spectacle, d'être touché par des acteurs, de pas comprendre le jeu de certains. Parfois je trouve ça très intéressant souvent de parler du jeu, comment on joue, pourquoi on le dit comme ça, pourquoi... La fois on m'a demandé comment je savais à quel moment il fallait que je parle, mais avec les silences, parce qu'il y avait des silences, comment je savais qu'un silence était juste. C'était passionnant de parler de ce que c'est la justesse, comment on ressent les choses, ce que c'est l'intuition. Et je pense qu'ils ne vont pas être acteurs pour la plupart, mais c'est important aussi de parler de l'intuition. Et en fait, comme dit Nicolas, c'est vrai qu'on brasse des choses qui sont assez, pas essentielles, mais qui sont de l'ordre de la confiance en soi, du rapport à l'autre. Et je trouve ça génial de parler de ça avec des adolescents, quoi. Nous, quand on se pose des questions, c'est ce que je dis toujours, il y a par exemple il y a une révolution extraordinaire. Quand un professeur pose une question, il connaît la réponse. C'est pas méchant. Quand il dit, bon alors, c'est quoi la plus grande montagne du monde? Un professeur de géographie, il dit ça. Il interroge, il essaie de voir s'il y en a un qui le sait, pour entamer le dialogue. Mais il pose la question, il connaît la réponse. Nous, quand on pose une question, on ne sait pas la réponse. Mais vraiment, c'est quand je dis, bon alors, comment on pourrait faire? Alors, comment on va, par où tu rentres? Quand un metteur en scène dit, bon, par où il rentre ce personnage? Il ne sait pas. Et en atelier, quand moi je m'adresse à des jeunes, je dis, bon alors comment on pourrait faire? Ils pensent tous que je connais la réponse et que, non,
je connais pas la réponse. Et donc d'un seul coup, c'est la révolution parce que en plus, leur Un professeur, adulte, ouais. bien sûr, et en plus, moi quand je me tourne vers le professeur, je dis mais comment, qu'est-ce que ça veut dire ça, pourquoi il dit ça? Nous-mêmes on le fait avec les professeurs. Et moi j'inclus le professeur. Et le professeur, en toute bonne foi, des fois il fait non, je sais pas. Et des fois, j'adore voir la tête des élèves qui nous regardent comme ça, il dit ah bah d'accord, bravo, alors, ils viennent les deux, alors il y a un comédien qui est soi-disant compétent, il y a quand même une professeure quand même soi-disant qui est diplômée, et personne ne sait rien. Et ça, par exemple, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être essentiel pour ces jeunes gens, parce que justement, apprendre, c'est aussi accepter de chercher, accepter, le fait de ne pas savoir, c'est pas grave. C'est peut-être le fait de ne pas vouloir savoir qui est grave. Alors tout ça, dans notre petite matière, là, à la noix, c'est formidable. C'est formidable. C'est des petites introductions. Et ça, c'est génial. Et Vous, Nicolas Lormeau, qu'est-ce que ça vous procure? C'est juste votre mission de comédien, fonctionnaire d'une grande institution culturelle française, et vous devez de rendre quelque chose, ou ça vous rapporte ça déjà, le fait de enseigner, entre guillemets, c'est-à-dire, pareil, quand je suis à Paris 3, dès que j'ai une parole, de donner conseil à des gens Paris pour 3, jouer. c'était à l'Institut d'études théâtrales. À l'Institut d'études théâtrales, ouais. J'ai un atelier de pratique là, avec des gens qui sont en licence 2e année ou 3e année cette année, et donc ils sont adultes, et certains ont une expérience du jeu un peu forte et tout. À chaque fois, mais même un atelier de 6e, le nombre de fois où moi j'ai dit mais tu devrais faire comme ça, regarde, ça va pas ça comme tu fais là, tu devrais faire comme ça, et là de penser, mais bien sûr, c'est ça mon problème en répétition en ce moment. Je viens de pointer, voilà. Évidemment, déjà, Nicolas, fais ce que tu viens de lui dire cet après-midi au petit 6e et tu vas voir, tu vas se décoincer. Donc déjà, enseigner, ça permet toujours de décoincer ses propres problèmes, toujours. Ça ne veut pas dire qu'on se venge sur les élèves, mais ça m'apporte ça m'apporte de la recherche, ça me surprend. D'abord, ça me laisse en connexion avec la jeunesse. Moi, le nombre de fois où je découvre des chanteurs d'aujourd'hui, des musiques d'aujourd'hui, des jeux vidéo, des trucs comme ça, je suis largué complètement, et c'est eux qui disent ah ouais, c'est comme dans Warcraft. Je dis c'est quoi Warcraft, c'est quoi ce truc là? Tu connais pas Warcraft? Vas-y, la honte. Et ils m'expliquent ça m'apporte de rencontrer la jeunesse, d'être en contact avec la jeunesse, ça fait avancer soi-même. Donc déjà, moi personnellement, j'y trouve intérêt. Et puis des fois ça m'amuse, des fois ça me désole. Des fois, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je m'angoisse carrément en disant, c'est un écho avec l'actualité. Bon, tiens, parlons de ce fameux virus pour parler du virus. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir laissé les collèges et les lycées ouverts. Il faut les laisser ouverts. Les dégâts que ça a fait, c'est terrible sur notre jeunesse. Mais, par exemple, je comprends bien le problème de ces gens qui disent, mais c'est impossible, ils ne peuvent pas ne pas se toucher, retirer le masque et tout ça. Mais moi, c'est vrai. Je leur en veux pas. Ils se jettent dessus les uns sur les autres comme des petits tas dans les collèges, dans les cours de récréation. C'est viscéral, ils ont besoin de ça. Il y en a un qui reste dans son coin. Comme un comédien sur une scène. C'est obligé. Donc, heureusement, ils sont pas trop malades et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que et ils ont du courage. Et ils le gardent, ils essaient de le garder. Tous les élèves, mais ils ont un courage. Ils ont un courage. Garder le masque. Mais ils sont tellement rigoureux au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ils sont tellement... Mais je les admire, hein, moi. Et donc, tout ça, j'ai l'impression que ça me laisse dans la vie aussi. Parce que je me balade, comme j'ai une moto en plus, Marine, elle m'envoie souvent, le fait d'aller dans des coins un peu durs, dans des ghettos, dans des raids plus, dans des coins qui sont des ghettos. Et qui ne devraient pas avoir lieu. Moi, je suis contre le ghetto. Le ghetto, c'est ça le problème. C'est pas les pauvres, les riches. Le problème, c'est un problème, les pauvres, les riches. Mais le problème, c'est tout le monde au même endroit. C'est un groupe. Tous les problèmes au même endroit. Et ça, on le voit. Quand on va dans les écoles, on le voit, ça saute aux yeux. Les équipes éducatives se battent. Moi, j'adore aller dans les REP, plus. Pourquoi? Parce que les équipes éducatives, elles sont géniales. Parce que ceux qui restent là, ils savent pourquoi ils y sont. Les REP, je dis les réseaux d'éducation prioritaire. Réseaux d'éducation prioritaire. Mais ça change tout le temps. Il y a eu ZEP, il y a eu ZUP, il y a eu plein. Là, c'est REP. Et donc, moi, j'ai rencontré des professeurs extraordinaires dans ces endroits. Et avec qui on peut travailler. Parce que, en l'occurrence, souvent les équipes, elles sont comme ça et elles savent. Dans certains endroits où Marine nous envoie, qui sont plus tranquilles, on nous prend un peu plus de loin. Et donc, du coup, on en profite moins. On vous prend de loin. On nous prend de loin. Pas sûr de ce que vous pouvez apporter.
Si, on est sûr, En mais tout cas, il y a moins d'enjeux. il y a moins d'enjeux, puis il y a un plus grand. Enfin, je veux dire, voilà, elle a raison, Claire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une question qui revient souvent. Ils sont souvent un peu déçus. On nous présente comme des. Vous allez voir, c'est la comédie française. T'entends, vous allez voir le mec qui va arriver avec sa perruque de Molière et tout. Enfin, vous vous rendez compte, c'est des plus grands comédiens de France et tout ça. Ils ont beaucoup de talent et tout. Puis souvent, on arrive et puis ils nous connaissent pas du tout, en fait. Ils sont un peu déçus. Ils s'attendaient à voir arriver Kev Adams. Et alors, d'un seul coup, ils nous posent cette question. C'est génial. Souvent, ils nous posent. Est-ce que vous êtes connu? Oui, ça c'est passionnant. Est-ce que vous êtes connu? Alors je dis, vous me connaissez? Alors ils me disent non, je dis, je suis pas connu. Et ça, alors est-ce que vous êtes déjà passé à la télé? Alors oui. Alors, bon, alors où? Alors bon, moi j'ai un titre de noblesse, attention. Moi j'ai fait un court-métrage avec Cyprien. Oui, bravo. Sauf que maintenant ça y est, c'est down. Mais il y a 2-3 ans, il y a 2-3 ans, j'étais reconnu. Mais ça, c'était mon titre. Donc ça, pour eux, c'est très objectif. Moi, ça fait presque 25 ans que je suis à la Comédie Française. Honnêtement, ça leur dit pas grand-chose. Ouais. Ça, là, bon, d'accord, on veut bien parler. Et donc, ça, c'est passionnant parce que ça remet les choses. Le théâtre, c'est très artisanal, c'est petit. Mais comme leurs enseignants, c'est-à-dire que c'est ça qui est génial. Eux, ils vivent une vie très intime. Ils voient leurs mêmes élèves, leurs mêmes copains, leurs parents, leurs professeurs. Et nous, de temps en temps. Et moi, je leur dis, mais c'est pareil. Vos professeurs, c'est des stars. Vos professeurs, on en connaît. Des professeurs qui sont, en plus d'être professeurs, qui sont vedettes, qui sont des écrivains, qui sont, pourquoi pas, et ils s'en rendent même pas compte, les élèves. Et ça, c'est super. Et donc, moi aussi, je leur dis, j'hésite pas à leur dire, vous savez, vos professeurs, ils ont fait des grandes études, c'est des gens formidables, il y en a qui font du sport, de la danse et tout ça, c'est pas un monde comme ça. Vous savez, quand on rencontre son instituteur, quand on est au marché, quand on est enfant, on est hystérique. Mais pourquoi? Ça veut dire, c'est mon maîtresse, mais elle achète des légumes. Bah oui, elle achète des légumes, elle mange aussi. Je veux dire. Et donc, tout ça, c'est des découvertes. Et le fait de se rencontrer, il nous a vu jouer, et le fait de se rencontrer, ça permet, c'est pas de démythifier, mais c'est de montrer que finalement, on est tous au même endroit, en fait. On est tous dans le même monde. Et qu'on peut échanger, on peut s'échanger, on peut se prendre les uns les autres et se donner les uns aux autres. Et donc ça, moi, ça me passionne. Et notre matière, elle le permet. Alors, cette pièce, Les Fausses Confidences, donc, qui est au programme du bac, et qui va être dite dans le cadre du programme Théâtre à la table, qu'allez-vous en faire, Marine Jubin? Qu'allez-vous faire de ce matériel dont vous allez disposer? Il faudrait qu'on le sache peut-être voilà. avant de le faire. Parce qu'ils se donnent énormément de mal. Ils ont choisi le texte qui était au programme. Non, mais je crois que vous avez ourdi un projet avec Eric Ruff, administrateur général de cette maison, autour de cette comédie d'automne et du théâtre à la table. Alors, l'idée qu'on a développée... Qui est pas mal. Vous allez voir, c'est pas mal comme projet. Non, mais je le connais. Je suis acteur. Tout est faux. Tu connais? Dis-moi. Donc, l'idée qu'on a développée, qu'on a créée avec Eric Ruff et Anne Marais. Secrétaire général. Secrétaire général. C'est de transplanter ces théâtres à la table dans les établissements scolaires. Donc le dispositif à la table, voilà, ce que vous êtes en train de faire en ce moment. De le mettre en place dans les établissements scolaires qui le souhaitent, qu'il s'agisse de collège, qu'il s'agisse de lycée professionnel également, parce que c'est tout à fait envisageable d'ouvrir. Et l'idée, c'est qu'un enseignant choisisse une distribution, un metteur en scène dans la classe, choisisse donc un nombre d'élèves qui soit en accord avec la pièce choisie, un metteur en scène, un élève metteur en scène, des élèves qui filmeront avec les téléphones portables ces séances de lecture et de mettre la lecture au cœur d'un enseignement. Et de voir comment, en lisant une scène, 2 scènes, 3 scènes, un acte, eh bien, on renverse les choses. C'est-à-dire que, au lieu d'être un peu seul, il y a une espèce de sens collectif qui émerge de cette lecture à la table. Et d'une certaine façon, la devise de la Comédie Française et de la troupe, de la vôtre, qui est simul et singulis, être ensemble, tout en étant, être soi-même tout en étant ensemble, eh bien, elle est opérationnelle, cette devise, dans ce théâtre à la table. Chaque élève sera dépositaire d'un personnage, devra lire un certain nombre de scènes, un certain nombre d'actes, selon le temps imparti.
Et puis émergera un sens collectif, mais qui naîtra des jeunes. Et donc la Comédie Française va organiser un concours pour départir, pour voilà, donner le meilleur théâtre à la table. Exactement. C'est nous. Non, on a gagné déjà. Oui, donc non, c'est le deuxième prix. vous êtes Si, hors je concours. me suis. Pas forcément. C'est nous. Et donc voilà. Et donc quoi, vous allez leur envoyer des tutos, ils vont regarder. Exactement. On va créer un tuto. Ah, Nicolas, un tuto, vous allez faire un tuto. Je vais faire un tuto, j'adore faire les tutos. Avec Voilà. J'irai sur place, non, mais j'irai sur place, j'irai faire un tuto sur L'idée place. en direct. aussi, c'était une idée que Nicolas nous avait soumise, d'éventuellement de préparer des établissements qui en feraient la demande sur des ateliers de lecture expressive, c'est-à-dire comment on projette, comment on dit un texte, avec des comédiens qui sont d'accord avec le principe pour répondre à des questions que les classes pourraient se poser à partir d'une lecture qu'ils auraient. Donc il y aura un accompagnement qui sera effectué par les comédiens de la troupe de la Comédie Française. Et donc ce jeu concours qui nous permet... Et qu'est-ce qu'on gagne ? Une venue à la Comédie Française, une rencontre. Parce que l'idée quand même du théâtre, et moi je voudrais revenir là-dessus, c'est évidemment le retour à la présence au collectif, le retour des jeunes dans la salle, le retour des comédiens sur les plateaux. C'est ça ce qui nous anime. Et on fait tout cela pour permettre un retour des élèves au théâtre. On se disait tout à l'heure avec Anne Marais, donc secrétaire générale de la Comédie Française, que certaines classes, notamment les établissements qu'on dit en territoire, on disait avant... En territoire, on dit ? Ouais, dans les territoires. C'est-à-dire en province. En province. Il y a des établissements qu'on n'a pas vus depuis fin novembre. De l'année dernière. De 2019. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des grèves, parce qu'il y a eu la pandémie, parce que tout un tas de raisons qui font qu'on a quasiment 11 mois, un an de rupture, de rupture avec ces établissements. Donc l'idée, c'est qu'on ne le fait pas pour que les jeunes soient de nouveau devant leur téléphone, forcément à regarder, à filmer. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de les préparer à un retour. Parce que on est tous d'accord autour de cette table pour dire que ce qui fait le théâtre, c'est le collectif, c'est des publics dans les salles, des comédiens sur les scènes, et cette rencontre entre l'artiste et le spectateur dans une salle. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi vous qui êtes acteur ? Je rappelle quand même que la Comédie Française traverse la période totalement inédite dans son histoire. Je crois que c'est la plus longue pause qu'elle ait connue. C'est de toute façon une période inédite. Plus grosse interruption de représentation parce qu'on n'a pas vraiment fait de pause pendant qu'on n'avait pas le droit de venir jouer. Ouais. On s'est jamais, on n'a jamais arrêté de se parler. On n'a jamais arrêté pendant, mine de rien, ça a été une expérience. Mais dans le premier confinement, on a fourni un nombre incalculable de pastilles vidéo qui nous ont passionnés à faire et tout ça. Mais ce qui effectivement, le théâtre, je dis toujours, c'est au même endroit, au même moment. Ça se passe au même endroit, au même moment. Il faut être au même endroit. Il faut venir. Pour jouer à La Rochelle, il faut aller à La Rochelle. Pour que les gens de Perpignan, les élèves de Perpignan nous voient à la Comédie Française, il faut qu'ils viennent à la Comédie Française. Et mine de rien, ça fait un voyage, ça fait un souvenir, c'est un voyage. Il y a un moment donné, dans un endroit spatial, il y a deux types de personnes qui se rapprochent du même endroit, ceux qui vont jouer, ceux qui viennent les voir. Et le théâtre, ça se produit en vrai, en direct forcément, en vrai, au même moment, au même endroit. Et ça, c'est unique. Et c'est ce qui, avant qu'il y ait possibilité de ne pas être au même endroit au même moment, donc avant le cinéma, maintenant la télévision, maintenant l'internet, c'était le seul moyen de se raconter des histoires avec des acteurs. Et depuis, au moment où le cinéma est arrivé, il y a même eu des gens qui ont dit c'est fini, le théâtre va mourir. Il n'y en aura plus besoin. Et il y en a eu besoin. Et il y en a besoin. Il y en a besoin parce que c'est une sensation unique d'être au même endroit, au même moment, que tout peut se passer. Rien ne se passera jamais, personne ne le souhaite, l'accident, il n'y a pas d'accident. Mais en fait, c'est cette chose qui se fabrique là, en vrai. Et ça, c'est unique. Et ça, en ce moment, on en est empêché. Alors,
c'est des pis-aller, ces histoires-là. On est content. Moi, je suis content le théâtre à la table. Pour moi, c'est une idée géniale parce que c'est ouvrir la salle de répétition. Donc, la salle de répétition, on pourrait pas. Là, en l'occurrence, les caméras, on va les oublier. S'il y avait une classe, moi j'ai déjà fait des expériences d'amener même des classes en répétition et tout. Il y a certains acteurs qui paniquent complètement, ils osent pas et tout. Et là, nous, en fait, le fait de se tromper, le fait de rigoler et tout ça, en fait, on va accepter d'être regardé. On sait qu'on va être regardé, mais il y aurait des vrais gens dans la salle de répétition. On ne pourrait pas se comporter de la même manière. Donc, on va oublier les caméras, mais on ne pourrait pas oublier des vrais gens. Donc là, c'est un vrai truc auquel on n'a jamais accès et où on donne accès. Ça, c'est super. Mais sinon, ça nous manque horriblement. Pauline Clément, qui était là la semaine dernière, qui était dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, qui a été présenté samedi dernier au Théâtre à la Table, disait que ça lui avait donné à nouveau très 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 envie de jouer et d'être sur le plateau. Que de se retrouver, voilà, cette distribution, c'était... On se manque aussi, ouais. Ouais, c'est ça. On se manque les uns les autres parce que... La scène vous manque, la troupe vous manque. Ah ouais. Le public. Le public. Le plaisir du jeu, c'est un plaisir totalement addictif. Moi, j'ai dit ça, on me dit souvent... Comment on fait ses gammes quand on ne peut pas être sur scène devant le public? Un musicien, bon voilà, il joue, un danseur danse, un acteur, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est vrai que depuis le mois de mars, on n'est pas inactif, on produit beaucoup. Mais c'est vrai en ce moment, vous travaillez par ailleurs, il y a des répétitions. Mais ce qui me manque, c'est le retour. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les rencontres, c'est les échanges. Et qui, je pense quand même, ce type d'échange, notamment avec les élèves, il est quand même unique. Je vois pas où on peut le faire d'autres, quoi. En classe peut-être, je sais pas, en cours d'éducation civique, peut-être qu'on peut, je sais pas, avoir une parole libre, je veux dire, de se placer. Là on parle de sentiments, je parle des rencontres avec les élèves. Je me dis quand même, là on en parle, je me dis c'est quand même extraordinaire, quoi, cette possibilité-là. Donc c'est cette rencontre-là avec le public, je trouve, manque terriblement. J'ai fait quelques ateliers Zoom là, c'est la galère. C'est difficile. Les ateliers Zoom et tout, j'en ai fait moi. Des ateliers j'en ai un avec les classes CPES. Ouais, j'en ai un avec les classes CPES avec le lycée Henri IV, là, avec PSL. Là. C'est super, hein. Je veux dire, ils ont bossé, ils ont appris texte, mais c'est dur, c'est très dur. On est là, on est séparés, on voit des petits. Et pourtant, ça y est, tout le monde a l'habitude et tout, mais se concentrer, se parler, s'écouter, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. On a joué en septembre. On a joué. Moi j'ai joué. Moi j'ai fait, je crois, à la reprise hors-la-loi, le premier jour, et il y avait une émotion mais incroyable dans le public. On était tous masqués, c'était incroyable. Les gens pleuraient. Bon, c'est une pièce qui est. C'est marrant. Oui, c'est drôle, c'est ça, on pleurait de rire. Mais et j'étais dans la salle le soir où on a su qu'on repartait en confinement. J'étais allée voir Guermantes. Et là, c'était assez délirant en fait, la très grande émotion qui circulait entre la scène et les acteurs qui savaient que c'était la fin, et le public. C'est vrai qu'en plus ici, le théâtre ne sera jamais supprimé par le cinéma ni la télévision. On l'a vu là en fait, il y a un besoin physique presque des gens. Mais il y a un besoin physique aussi d'être ensemble. Ouais. Et c'est la magie du théâtre, c'est de nous réunir et puis... on fait tous une sorte on est tous liés par un contrat qui est on va croire que ces comédiens sont des personnages qui jouent une pièce, qui écrivent sous nos yeux une pièce. Il y a une espèce de credo comme ça, collectif, qui est extraordinaire. Et en ce moment, on en manque cruellement. C'est le spectacle génial, d'ailleurs, le texte génial de Pierre Notte qui dit l'effort d'être spectateur. C'est extraordinaire. Il faut absolument lire ça. L'effort d'être spectateur de Pierre Notte. Non, chez les solitaires intempestifs, me semble-t-il. Chez les solitaires intempestifs. Il me semble. Très beau texte. Superbe. Et d'abord, le texte est génial parce qu'il raconte ce que c'est qu'être spectateur. Et en plus, lui, il en a fait un spectacle où c'est lui-même qui joue, qui est formidable. Et ça aurait pu être raté, mais le texte est génial. Par exemple, pour donner un exemple de cette histoire d'effort d'être spectateur, moi je vous jure, je peux pas, si demain, même si le téléfilm est formidable ou un film génial, s'il y a quelqu'un que je connais très bien, dès que je vois arriver un acteur que je connais, dans le film, je vois instantanément la caméra, je la devine la caméra, je le vois travailler. Oui, sauf qu'au théâtre, j'y crois tout le temps. Moi, mes copains, là, quand je les regarde dans la salle, je n'y pas un instant quand il sort, je dis ah ouais, il va au foyer, je sais où est le foyer, je visualise pas du tout. Je connais par cœur les locaux. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'instant. Mais parce que j'y crois. Parce qu'en fait, j'y crois.
Parce que justement, à partir du moment où on a accepté le code, tout est faux. Quand on regarde un cadre, le réalisateur d'un film, il se défonce pour qu'on ne voit pas un câble qui traîne, un projecteur, pour qu'on croie que c'est la vérité. Ça c'est... Au théâtre, c'est très facile. Hein. Pour voir que c'est faux, il suffit de faire ça. Ben là, il y a un mur, là, il y a un trou, il y a des gens. C'est faux. C'est un code. Et à partir du moment où on accepte une convention, et à partir du moment où on l'accepte, alors on y croit beaucoup plus. Beaucoup plus. Il n'y a rien qui peut m'emmener plus loin. Alors, des fois, c'est difficile, des fois, c'est raté, c'est comme dans les films. Et voilà. Mais c'est cette chose-là, justement, de mental de « allez, on se fait croire et on y croit », si c'est bien fait, mais c'est imbattable. Eh bien, nous conclurons sur cette phrase. Merci. Merci à vous trois, c'était passionnant. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Arthur Lenoir qui est derrière la caméra, tous les lundis. Je vous invite donc à rester encore quelques instants pour découvrir les premières minutes, les premiers moments de ce théâtre à la table, les fausses confidences de Marivaux, direction artistique Nicolas Lormeau, avec dans le rôle d'Arlequin Nicolas Lormeau, et dans celui de Marton, Claire de la rue du Camp. Je vous rappelle que du mardi au vendredi, tous les soirs en direct de 19h à 20h, les comédiens de la troupe lisent La recherche du temps perdu de Proust. Demain soir, c'est Laurent Stocker. Samedi à 20h30, diffusion des fausses confidences. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain dans Quelle Comédie, même heure, même lieu. Merci Marine Jubin. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Bon bah les amis, il faut se diriger vers cette table. Non, il n'y a pas de place pour l'instant. Chacun se met où il veut, on s'en fiche. Il n'y a que moi qui me mets là. Il n'y a pas de... Pizza, ça va? Où vous voulez. Il n'y a pas de place pour l'instant, on va choisir après. Si tu veux. Ouais. Mets-toi là. Ouais. Est-ce qu'il y a une place pour tout le monde? Hello. Les amis, en fait, il faut venir avec votre brochure. Ah, il y avait quelqu'un. Oui, bien sûr. Viens, Laurence. Évidemment, Viens, Laurence. Tout le monde, même Alicia. Si jamais, non, t'es là-bas, t'es loin. Bon anniversaire, Pierre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Claire. Joyeux anniversaire. Voilà, bon bah ça c'est fait. 24 ans. 8 ans. C'est sympa les petits cafés et tout. Bon, ah oui. Non mais. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Écoute, il y a vraiment. Il y a vraiment. Les amis. Alors, normalement, les amis, on reste masqués. On aura le droit de se démasquer juste à la fin de la semaine pour voir à quoi on ressemble. Normalement. Voilà, donc merci de faire cet effort. Et je suis le seul à avoir des lunettes et tout ça. J'ai une très bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est qu'on est tous réunis, c'est vraiment super. Pour en fait monter les fausses confidences de Marivaux. La mauvaise, c'est qu'en fait, contrairement à d'habitude, on va pas s'arrêter dans 2 mois le jour de la première, on va s'arrêter dans 1 semaine à la fin du travail à la table. Et donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça qu'on va faire. Donc en fait, on va vraiment faire exactement le travail qu'on ferait si jamais on partait pour une première dans 2 mois. Sauf qu'on va s'arrêter là. D'accord? Donc vous connaissez tous tout le monde autour de cette table. Donc Léa Lapiover, qui est notre académicienne dramaturge, qui nous fera la gentillesse de nous accompagner pour poser des questions qui fâchent, pour dire je ne comprends rien à ce que tu racontes, pour avoir lu le dictionnaire en entier, On peut lui poser voilà, qui va vous expliquer, bien sûr, elle sera là pour ça.
Et aussi, elle lira le garçon joaillier, je crois qu'il s'appelle, ou à un moment donné, il y a un petit bonhomme je crois que c'est le garçon joaillier qui amène ce fameux portrait, dont à mon avis, on n'a pas fini de parler. Voilà, donc Léa. Alors si je fais le tour comme ça, Claire de la rue du Camp, dont c'est l'anniversaire, donc qui lira et qui incarnera donc Pam, qui lira le rôle de Marton. Marton, dont on sait qu'elle est, on sait pas, elle est suivante d'Araminte. Là, ça c'est un sujet aussi énorme. La fameuse Marton. Qu'est-ce que c'est suivante? Bon, voilà, on va parler. Christian Eck, donc qui est là, qui lira Monsieur Rémy, procureur. Bravo. Procureur, alors procureur, je peux le dire directement, c'est avocat. C'est un avocat. Il est avocat. Il est avocat d'affaires de Araminte. D'accord. On en parlera. Ici, Éric Genovese, qui est là-bas, donc qui va lire le conte. Il est conte. Donc on sait qu'il est conte. On a eu peur. Pour l'instant, il n'est que conte. Hein. Laurence Kéléfikis, qui nous fait l'amitié d'être notre assistante régisseuse, qui va être très importante quand on va qui va faire script au moment de l'enregistrement de notre fameuse lecture à table. Surtout quand on joue à la pièce. Non, voilà, on la joue pas. Voilà, Elissa Aloula qui va lire le rôle de Araminte. Alors c'est la fille de Madame Argante, pour l'instant elle n'est que ça. Tout ce qu'on sait, c'est on sait qu'elle est veuve, donc elle est une jeune veuve, hein, et elle est très riche. Ça on sait, on est riche. Très très riche. Forcément. Coralie Zaonero, qui est là, qui va donc jouer Madame Argante, qui est donc la maman de Elissa. C'est ça. Voilà, c'est pas très totalement crédible, mais enfin, j'attendais tu pourrais être la maman. Je te remercie beaucoup. C'est vrai qu'Elissa fait beaucoup plus vieille Elle n'est pas commode, hein. Elle n'est pas commode. Bon, enfin bon, elle est pas commode. Elle est pas commode. C'est son rôle, c'est pas commode. Bon, je note alors, elle n'est pas commode. Non, elle est pas commode, ça c'est sûr. Dubois, alors ancien valet de Dorante, donc c'était son valet aussi à voir. Dubois, c'est Jérôme Pouli, donc qui va lire et incarner Dubois. C'était avant le Covid, exactement. Il avait un valet. Et puis c'est exactement voilà. Et puis Julien Frison qui va donc lire Dorante qui est beau. C'est sa caractéristique. Il est beau. C'est Dorante. Elle est pas commode. Lui, il est beau. Lui, il est avocat. Elle est suivante. On sait pas ce que ça veut dire. Lui, il est ancien valet. Et lui, il est comte. Et Elissa, elle est veuve et riche. Donc ça, c'est le principe. J'ai bien fait de toi. Il est beau. Lui, il est beau pour l'instant. Et il est amoureux. Il est beau. C'est une super indication, ça. Ah ben, c'est le principe, il est beau. Ah non, mais il n'y a rien à jouer, il est beau, il est beau. Il enlèvera son masque vendredi, et donc tout le monde Et là, va y avoir Est-ce qu'il le sait ou pas? Il le sait qu'il est beau ou pas? Ah, je pense, on lui dit. Première scène, tu lui dis, votre mine est un Pérou. D'accord, mais moi on me le dit, et puis c'est pas Oui, mais là, c'est du Un Pérou, ça peut Alors, attendez. hyper clair comme compliment. Moi, j'aurais peut-être pas servi de faire Pérou. Alors, simplement avant de... Les amis, pas touché. les amis, soyez les amis. S'il te plaît. Vous savez que ce qu'on est en train de faire passe ce soir à 19h Allez, sur Facebook. les filles. Christian, au courant, c'est que ce soir on passe en direct sur la chaîne. Donc tout ce qu'on fait là, c'est diffusé ce soir. À 19h. Y compris la Clémentine. Partagez ma Clémentine. C'est un D'accord. semi-direct. Ah non, c'est un semi-direct puisqu'il est 10h du matin. Donc, Oui, mais c'est beau ce moment de la Clémentine. Oui, C'est c'est bien que vrai. ce soit diffusé, c'est un truc de C'était partage. tendre et poétique. Alors, les amis, ce qui est intéressant, moi je suis très ému en plus parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvés autour d'une table avec Marivaux, il y avait Claire, il y avait Eric, il y avait Jérôme, et il y avait moi aussi, et il y avait Emmanuel Domas. Et on a beaucoup réfléchi autour d'une table et ça a duré beaucoup plus qu'une semaine et c'était passionnant. Donc je pense qu'on a des choses à se raconter autour de cette table. Parce qu'il y a des gros mystères dans cette pièce quand même. C'est toujours une enquête, Mario. C'est toujours une enquête. Il y a des mystères, il y a des faux amis, on va voir ça, il y a des vrais faux amis et tout ça. Alors on a une responsabilité sans avoir de responsabilité, mais on sera même scruté par nos camarades lycéens qui vont peut-être plancher, qui vont passer le bac, on ne sait pas comment, et cette pièce en plus est au programme du bac. Donc c'est juste une précaution que je veux dire, c'est que tout ce qu'on va raconter, ça sera une part de la vérité, mais ça ne sera pas la vérité. On ne va pas faire une étude universitaire. Nous, on va donner notre point de vue, on va donner une possibilité, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera des choix, et ça c'est intéressant, contrairement à une analyse dite scolaire où on multiplie les analyses. On dit ça peut être ça, ça ou ça. Nous, on va faire des choix. C'est ça la différence entre un cours et une mise en scène. Sachant qu'une étude universitaire, ça peut être l'inverse. Exactement. La démarche de la faire du théâtre. Exactement.
Absolument. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est Redis-le. chouette. Redis-le. Non, c'est bien. C'est bien ce que tu dis. Non, Mais c'est il vrai. faudrait vous mettre comme ça pour vraiment très bien sûr. Euh, Vite fait, pour vous donner envie, avant de commencer une première lecture, vous dire plusieurs choses. Vous dire que déjà, cette pièce, elle se passe de mon. Alors, après, ça y est, je commence les affirmations. C'est ce que j'ai inventé, ce que j'ai décidé en lisant ça. Et t'as dit qu'il allait jouer Harlequin? Ouais, c'est moi. Ah oui, Ah, oui. attends. Nicolas Lormeau. Nicolas Lormeau. Je me suis donné Qui est le maître d'œuvre et qui jouera. Je me suis donné le rôle d'Arlequin. D'ailleurs, ça tombe bien. Arlequin. Qui a accepté de jouer Arlequin. Non, je me suis donné le rôle d'Arlequin. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement presque 25 ans que j'ai été engagé dans cette maison par Jean-Pierre Miquel. Et c'était pour jouer le rôle d'Arlequin dans Les Fausses Confidences. Ah, la boucle est bouclée. Alors, et c'était dans cette salle. Et je vais vous raconter une anecdote. C'est drôle. C'était dans cette salle. Dans cette salle escande, qui n'était pas refaite, mais la table, elle était dans l'autre sens. Elle était là. Et c'était quand même impressionnant. On arrivait, première répétition. Madame Argande, c'était la doyenne. Catherine Samy. Le comte, c'était Andrzej Séverine. Donc ça apporte Jean-Pierre Miquel, que j'aimais beaucoup, mais qui n'était pas quelqu'un à qui on tapait dans le dos, comme ça, facilement, comme ça. Bon, et il a dit, on va lire. Là, j'ai entendu 12 clopes faire des briquets s'allumer, parce qu'à l'époque, on fumait en répétition. Donc c'était Gérard Giroudon qui jouait Dubois à ce moment-là. Et là, grosse pression quand même, on s'est dit quand même, voilà, j'ai dit première lecture à la Comédie Française, je baisse la tête et là je vois marqué Harlequin introduisant Dorante. Et là je fais comme ça, et là je peux pas m'empêcher d'avoir l'esprit mal placé, comme ça je fais. Et là je relève la tête, je fais introduisant Dorante, ça veut dire juste qu'il le fait rentrer. Et là les autres ont fait, oh putain, le nouveau pensionnaire, là, la blague qui va pas. Et Jean-Pierre Miquel m'avait, on n'est plus au conservatoire. Excusez-moi. Anecdote, pensez à Jean-Pierre Miquel, auquel je pense donc ce matin. Et donc, une seule journée. Acte 1, 10h du matin. Acte 2, 3h de l'après-midi. Acte 3, 8h du soir. Il faut avoir ça à l'esprit, parce qu'il y a vraiment une unité de temps, mais tout se fait en temps réel. Ça avance. Ça avance. Pourquoi même, on ne peut pas dire que acte 1 et acte 2 et acte 3, ça se suit vraiment exactement dans le même temps, parce que vous verrez qu'à un moment donné, Dorante, il est censé aller examiner un peu le dossier, travailler un peu le dossier des papiers, là, tout ça. Donc il est un peu obligé de s'éloigner quand même quelques heures, parce que lui, il triche pas. On va voir, c'est un premier faux ami. Il n'y a pas de stratagème, il n'y a pas d'arnaque là-dedans, dans cette histoire. Lui, il est vraiment fou amoureux d'elle. Voilà. Et il veut vraiment fou. Ça fait 6 mois qu'il n'en peut plus. Lui, il va faire en sorte que ça marche. Mais là où on pourrait vraiment se méfier, c'est qu'on est toujours habitué à ça avec Marivaux, c'est qu'il y ait une ruse, qu'il y ait une façon d'attraper quelqu'un au piège. Pas du tout. Il n'y a pas de piège en fait. Ça, c'est un des vrais premiers mystères de cette pièce. C'est-à-dire, la première didascalie d'une pièce, c'est son titre, les fausses confidences. Qu'est-ce que c'est qu'une confidence? Une confidence, c'est quelque chose qu'on confie à quelqu'un comme un secret, mais en confiance. C'est drôle parce que c'est le même mot en anglais, confidence, ça veut dire confiance. Donc, je te confie un secret, que à toi. Alors, qu'est-ce que ce serait une fausse confidence? Est-ce que c'est le secret qui est faux? Est-ce que je te confie quelque chose de faux? Ou est-ce que c'est faussement un secret? Je te fais croire que c'est une confidence alors que tout le monde est au courant. Et bien, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde la pièce, c'est ni l'un ni l'autre. Il lui dit la vérité. Là où c'est faux, c'est qu'il dit « je ne te le confie qu'à toi ». Or, lui sait il va tuer, quoique non d'ailleurs. Je ne sais même pas si Dorante sait exactement quelle est la stratégie de Dubois pour obtenir la main. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un piège ultra rapide. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est toujours Marivaux, on va voir, c'est un piège ultra rapide. Donc première chose, ça se passe en une seule journée. Ça, il faut l'avoir bien à l'esprit. Tout est pressé. C'est-à-dire que Madame Argande, pourquoi elle est mauvaise? Parce que d'un seul coup, tout va très vite. Elle n'avait pas du tout pensé à ça. Le comte, ça lui échappe instantanément, une chose mise en place. Monsieur Rémy, lui, il vit sa vie, lui, il arrange les coups très rapidement. En 2 secondes, il a marié les uns, après il revient, c'est fini, c'est un autre plan, et en 3e, c'est encore un autre plan. Lui, on va voir comment ça marche. Marton, ça va très vite aussi. Ça va très vite pour se retourner. Les événements se précipitent. Donc ça, c'est la première chose que je pourrais dire avant de lire. Et puis,
Bah, c'est tout. Après, on va découvrir dans le truc. Moi, je suis hyper content, donc on se donne rendez-vous alors. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on sait que, par exemple, par rapport à notre diffusion, là, il n'y a que 2 rendez-vous cette semaine. Ce rendez-vous-là, là, qui est terminé pour nos chers auditeurs qui écoutent ça, et puis vendredi, où on va faire un récapitulatif et tout. Moi, j'aurais rien eu contre le fait que chaque jour, des gens viennent assister à vraiment à nos débats. Je trouve que c'est pas comme ça, mais on le refera. Et puis, ça va nous frustrer parce qu'évidemment, on n'aura qu'une envie, c'est de se lever, d'être dans l'espace et ainsi de suite. Mais ça, c'est la vie, c'est l'exercice. Donc, bah écoutez, bonne semaine, bon travail. On va commencer, on va regarder ça. On s'arrête, hein. On s'arrête à mort. Et alors j'ai une question, Voilà. Arlequin, ça veut Ok. dire qu'il a introduit... Ouais. Ça va rentrer en fait. Tu crois Eh ben voilà. c'est pourquoi Dijon. Il m'a fait, vas-y,